Bonjour à tous, merci d'être avec nous au Press Club pour ce débat autour de la difficulté de couvrir le conflit du Proche-Orient. C'est un thème récurrent, mais qui s'est considérablement compliqué, qui est devenu plus dur encore, plus compliqué encore, depuis notamment le 7 octobre et la guerre déclenchée à la suite de ce drame, cette tragédie du 7 octobre par Israël, l'armée israélienne à Gaza. Nous avons avec nous Gallagher Fenwick, éditorialiste politique international à LCI, qui a travaillé à France 24 pendant longtemps, qui a été correspondant également à Jérusalem. Georges Malbruno, spécialiste du Moyen-Orient depuis des années, grand reporter au service étranger du Figaro, qui fait à la fois du reportage et de l'analyse et qui a écrit pas mal de livres sur cette question, et notamment sur les influences du Qatar en Europe. Et puis Antoine Mariotti, ancien correspondant à Jérusalem, spécialiste du Moyen-Orient à France 24. Bonjour à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté de venir. Et merci à vous tous d'assister à cette réunion, à ce débat. Voilà, moi-même, je me présente, je suis président du Press Club, bien évidemment. J'ai travaillé pendant très longtemps dans des radios, mais aussi des télévisions, à LCI notamment. Je faisais à une époque le Journal du Monde. Et puis je fais depuis une vingtaine d'années enquête exclusive. Et pour enquête exclusive, il m'arrive souvent d'aller en Israël, d'aller au Liban, d'aller en Syrie. J'ai été en Israël il y a un mois et demi. Je pars au Liban dans quelques jours. On est en train de faire un doc sur le Hezbollah et raconter un peu comment le Mossad, les services secrets israéliens et l'armée israélienne ont monté cette opération qui a décimé les rangs des officiers du Hezbollah il y a quelques semaines. Donc voilà. Alors, je voulais peut-être que chacun d'entre vous vous présentiez et puis vous nous racontiez un peu quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer, parce que ces difficultés, elles sont des difficultés sur le terrain, pour travailler, des difficultés au sein même des rédactions, parce que parfois il y a des opinions divergentes sur la couverture du conflit, sur les mots qu'on utilise, sur la définition. Est-ce que notamment il y a un génocide perpétré par Israël à Gaza? Enfin, ce terme de génocide est devenu évidemment très politique et très explosif. Et puis il y a aussi le contexte médiatico-politique et puis les différents groupes de pression auxquels nous avons affaire les uns et les autres et qui peuvent prendre une tournure désagréable. Je vais citer mon cas particulier parce qu'il y a quelques années, après un document sur le conflit israélo-palestinien, j'avais notamment reçu une lettre du CRIF m'accusant d'antisémitisme, parce que j'avais renvoyé dos à dos les radicaux israéliens et les radicaux palestiniens, souvent très religieux évidemment. Et donc une lettre du CRIF me disant, disant très franchement, c'était le président du CRIF de l'époque, qui disait si un attentat est perpétré en France d'ordre antisémite dans les mois qui viennent, vous en serez en partie responsable. Et j'ai trouvé ça d'une violence terrible. À l'époque d'ailleurs, j'ai été sous protection du ministère de l'Intérieur, parce que j'étais sur une liste noire de Daesh. Donc c'était une situation qui était vraiment un peu paradoxale et compliquée à vivre. Voilà, peut-être que Gallagher, tu peux peut-être prendre la parole et commencer. Oui, merci déjà Bernard, merci pour l'invitation et puis merci à vous toutes qui êtes ici, qui vous déplacez ou qui vous connectez peut-être aussi pour nous écouter. Je suis toujours très ému quand des gens se déplacent physiquement pour venir écouter les bêtises que j'ai à dire. Donc merci encore une fois. Quand j'ai reçu un coup de fil pour me proposer ce débat, j'avoue que j'ai pas nécessairement compris l'intitulé, parce que j'entends le sens qu'on peut mettre dans le mot difficulté, mais je pense qu'en réalité c'est pas très difficile de couvrir ce conflit. C'est un conflit. En revanche, il y a effectivement, et le terme de génocide m'a fait réagir, la difficulté pour moi elle réside dans le fait de travailler effectivement sur la sémantique, sur les mots, de savoir pourquoi on emploie tel terme. Et je pense que pour cela, en tous les cas en ce qui me concerne, il faut être très clair sur le cadre dans lequel on se place et qui permet de bien définir la géométrie, j'allais dire, de l'espace depuis lequel on parle. Et c'est quand ces notions-là deviennent gazeuses ou un peu évanescentes que les gens ne comprennent plus vraiment l'espace depuis lequel on parle. C'est-à-dire le type qui parle de génocide, il est militant, il est journaliste, il est activiste, il est pro-ceci ou pro-cela. Donc pour moi, parce que j'ai réfléchi à cet intitulé, en fait elle est d'abord là, la difficulté, elle est sur le langage. Et donc si vous ne faites pas cet effort, et par vous j'entends celles et ceux qui s'expriment
qui sont amenés à s'exprimer sur ce conflit. Je pense qu'il faut même travailler sur le terme de conflit. Est-ce que c'est un conflit? Est-ce que c'est une guerre? Est-ce que c'est autre chose? Après, les choses me paraissent plus simples. Quant aux éventuelles pressions, je pense que la première, et c'est peut-être celle que vous avez ressentie, Bernard, on a tendance à se la mettre nous-mêmes, je pense. Parfois pour de bonnes raisons, parfois pour de mauvaises raisons. D'accord. Non, mais c'est quand même un conflit qui n'est pas comme les autres, parce qu'il y a l'histoire qui s'en mêle, c'est un conflit à la fois religieux, politique, diplomatique, enfin, et qui a des effets de résonance et des échos sur la planète entière, quand même, malgré tout. Et d'ailleurs, les chaînes satellitaires ont participé à ça, parce que la condition du jeune Palestinien musulman en Cisjordanie, elle est partagée, elle est vécue en direct parfois via les chaînes satellitaires, notamment les chaînes satellitaires du Golfe, les chaînes satellitaires arabes, par le petit garçon à Dakar, enfin voilà, ou à Calcutta ou ailleurs. Donc voilà, il y a un effet mimétique quand même, c'est-à-dire que les gens se projettent. Et donc voilà, c'est un conflit qui est vécu comme un conflit civilisationnel par une bonne partie de la planète. Et puis il y a le fait que c'est en Israël, c'est sur un territoire qui est au fondement de 3 religions. Enfin voilà, donc ça nous interpelle aussi. C'est l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire du génocide contre l'Holocauste contre les Juifs en Europe. Donc voilà, il a plusieurs dimensions que n'ont pas d'autres conflits, malgré tout, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, Georges. On peut se tutoyer les uns les autres, hein. Malgré la différence d'âge, je t'autorise à me tutoyer, Gallagher. Oui, tu as tout à fait raison. Je crois que pour contourner toutes ces difficultés, c'est ce que je dis souvent, moi, pour couvrir ce conflit, il faut connaître l'histoire et la géographie. Connaître l'histoire, ça veut dire prendre un peu de recul, hein, ne pas s'arrêter au 7 octobre, regardez ce qui s'est passé avant, très avant, hein, à la fin du 19e siècle, avec l'antisémitisme en Europe de l'Est, le mouvement sioniste, etc. Donc l'histoire, c'est important. Sinon on ne comprend pas. Et on fait une analyse qui est souvent partielle et partiale. Donc ça, c'est important d'avoir du recul, hein, ce que n'ont pas forcément nos jeunes journalistes d'aujourd'hui qui, ils sont jeunes et donc les références historiques parfois manquent. Et la géographie, c'est important. La géographie, ça veut dire aller sur le terrain. Aller sur le terrain, ça veut dire aller en Israël, bien entendu, et ça veut dire aller au-delà de ce qu'on appelle la ligne verte, c'est-à-dire d'aller dans les territoires palestiniens. Ça, c'est très important. Je vais vous raconter une anecdote. Ça m'arrive de faire des conférences avec des touristes au Moyen-Orient. Et en 2010, j'avais accompagné un groupe de touristes. On est allé en Israël. Et Tel Aviv, Haïfa, Tibériade, Jérusalem, etc. Et puis, on est allé à Ramallah, Bethléem, etc. Et il y avait parmi ces touristes une dame dont le frère est, comment dirais-je, fait partie du paysage audiovisuel français important, et qui m'a dit, en arrivant, il me dit, Georges, vous savez, moi, je suis comme une bonne Française, j'ai des amis juifs, je suis pro-israélienne, je ne connais pas bien les Palestiniens, et, bon, ils ont un peu basané, etc. Et donc on a fait un tour, on est allé à Tel Aviv, on a vu Israël, hein, qui est quand même une réussite, hein, inachevée, mais une belle réussite. Et puis après, on est allé à Ramallah, on est allé à Bethléem, donc elle s'est farcie les checkpoints, elle a vu comment les Palestiniens étaient traités à ces checkpoints, à Kalandia ou ailleurs, etc. Et en partant, elle me dit, Georges, je repars, je suis pro-palestinienne. Alors je lui ai dit, c'est pas une question d'être pro ou anti, mais je lui ai dit, il faut avoir une vision globale. Donc quand je parle de la géographie, c'est important, il faut voir les deux réalités de ce conflit, qui est un vieux conflit, qui effectivement, comme tu l'as dit, qui a des résonances, et surtout, alors je l'évoquerai, mais surtout, ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que
on a beaucoup parlé de l'importation du conflit. Mais on a tout fait pour importer ce conflit. Quand je dis on, c'est les médias. C'est-à-dire, au lieu d'avoir cette référence historique, hein, eh bien, on invitait, les chaînes de télé en particulier, invitaient des militants de part et d'autre, effectivement. Et donc, c'était le combat de coq, etc. Et donc, on n'a pas pris ce recul, cette hauteur de vue qui permettrait d'avoir une analyse à la fois extrêmement sévère contre le Hamas qui a perpétré ce geste, cet acte terroriste, mais aussi le recul qui nous permettrait de recontextualiser, etc. Et avec en plus des partis politiques français qui sont absolument lamentables. Et aujourd'hui, un président de la République qui est otage de cette situation-là parce que tu faisais allusion, il a pratiqué comme il fait d'habitude, c'est-à-dire des zigzags diplomatiques. Le 7 octobre, adoptant une position pro-israélienne, se rendant compte tardivement que Benyamin Netanyahou était un menteur. Aujourd'hui, changeant de braquet et s'attirant les critiques du CRIF et d'autres, de la droite qui a complètement oublié ses valeurs anciennes. Et donc, on se retrouve dans une situation où tout le monde est un petit peu prisonnier de cette grille de lecture où on doit opposer un camp à l'autre, alors qu'on doit exposer les faits. Antoine Mariotti. Oui, je voudrais rebondir sur ce que disait Gallagher, et je le rejoins sur le fait que c'est pas forcément compliqué de couvrir ce conflit. Par contre, c'est intense, c'est exigeant. Il faut connaître l'histoire déjà, comme disait Georges. Il faut connaître la géographie, donc il faut aller sur place. Moi, j'ai travaillé des années sur le conflit et depuis Paris avant d'aller sur place, d'abord en reportage puis en correspondance. Il y a des choses qu'on comprend, qu'on appréhende mieux forcément en étant sur le terrain. Donc de toute façon, ça c'est toujours important parce qu'il y en a qui passent leur vie à en parler depuis Paris ou autre. Et ça, c'est une première chose. Une des difficultés, je trouve, c'est d'arriver à garder un équilibre et d'arriver à garder cette image globale. Et je pense qu'on connaît tous des collègues qui, à un moment donné, sans jeter la pierre sur qui que ce soit et sans dire que c'est une majorité, mais ont un peu vrillé sur un camp ou sur un autre et n'arrivent plus à voir que les qualités d'un camp et que les défauts de l'autre. Parce que il y a plus de 40 000 morts à Gaza, donc c'est aujourd'hui un peu facile de ne parler que du côté dramatique de cette situation ou autre, qui évidemment existe, qu'il faut aborder à longueur de temps, mais il y a toujours un contexte à donner, même si ça embête certains de donner un contexte, il y a quand même des contextes. Et donc je pense que ça c'est important, c'est notre rôle aussi. Et c'est pas toujours évident, surtout quand on est sur place, surtout quand on voit directement le malheur ou autre. Et puis la principale difficulté quand même, on l'a pas encore abordé, c'est de pouvoir aller dans la bande de Gaza parce que depuis plus d'1 an, c'est un territoire qui est interdit aux journalistes. Il y a eu des mini-incursions avec des humanitaires, il y a eu des mini-embedded, c'est-à-dire des missions où vous allez avec l'armée israélienne qui vous emmène à l'intérieur et ça vous donne une super image dans le journal que vous allez diffuser parce que vous êtes avec l'armée, vous êtes dans la bande de Gaza, sauf qu'en fait vous y avez passé 2 heures et que vous n'avez même pas pu être avec votre équipe en entier pour faire un reportage comme vous le feriez dans des conditions normales. Donc on se repose beaucoup sur le travail de journalistes palestiniens qui sont dans la bande de Gaza. Donc évidemment c'est remis en question par tous ceux qui ont un prisme pro-israélien qui vous disent non mais ils sont tous affiliés au Hamas, ce qui n'est pas le cas, même si ils ont dû travailler pendant des années sous la pression du Hamas et donc sans une liberté totale non plus. Mais heureusement qu'ils sont là aujourd'hui pour qu'on puisse savoir et voir surtout ce qui se passe dans la bande de Gaza. Mais Antoine et Gallagher, quand vous étiez correspondant à Jérusalem, comment ça se passait? C'était facile vis-à-vis des autorités israéliennes, vis-à-vis de vos contacts, de l'armée israélienne? Du côté des Israéliens, c'était pas très compliqué d'aller dans la bande de Gaza, sauf que de temps en temps, ils décident, tiens, on ferme pendant 3 jours l'entrée parce que c'est eux qui bloquent les entrées. Ouais. Il faut avoir concrètement un accord de pression du Hamas. Ou vous ne subissiez pas de pression particulière. De pression en allant travailler dans la bande de Gaza. Après, Gallagher était dans des moments où c'était conflit à l'intérieur, donc peut-être c'était ou d'intimidation, ou d'accusation. Mais il faut faire attention. Moi, je sais qu'à un moment, par exemple, quand j'étais dans la bande de Gaza, il y a eu une manifestation contre le Hamas, ce qui n'arrive pas si souvent, et qui a été fortement réprimée. Et de suite, j'ai dit avec le journaliste fixeur qui travaillait avec nous, on y va, on va voir. Et il m'a dit, on peut pas. C'est pas possible parce que là, pour moi-même, c'est dangereux et pour nous, et c'était pas possible. Et donc ça, c'était une frustration. Mais moi, j'ai jamais ressenti une pression en allant dans la bande de Gaza. Et toi, Georges? Alors,
Je pense qu'il y a eu une dégradation de la, comment dirais-je, des conditions de travail des journalistes. Moi, j'ai été correspondant à Jérusalem de 1994 à 2003. Donc, c'était les années, en tout cas au début, d'espoir avec le processus de paix. Et on travaillait extrêmement facilement côté israélien parce que la machine est très bien huilée. Et puis, on a des accès faciles. Voilà. Et côté palestinien aussi, Gaza. Moi, je me souviens, je suis allé avec ma voiture en Israël. Je rentrais même à Gaza avec ma plaque minéralogique 75 jusqu'au moment où il y a eu les attentats de 96. Mais ensuite, ce qu'on a constaté, moi je l'ai constaté à la fin de mon séjour en 2002 avec la deuxième intifada, c'est qu'il y a eu côté israélien une volonté un petit peu de durcir les conditions de travail, notamment de tous les freelances qui étaient dans les territoires palestiniens et donc avec des accès moins faciles. Et côté palestinien à Gaza, lorsque le Hamas... C'est-à-dire que pour accéder à Gaza, il fallait passer par... Alors, il y avait Gaza, mais même en Cisjordanie, parce qu'il y avait... Je me souviens, moi, à mon époque, c'était extrêmement facile. Moi, pendant 9 ans, j'étais correspondant permanent, mais j'avais un visa de touriste. Je sortais tous les 2 mois, etc. Donc il y avait une Après, Israël a durci un petit peu les conditions d'accès à la fois... Même pour les visas pour travailler en Israël aujourd'hui. Oui, ils sont en train de durcir beaucoup. Et côté palestinien, le Hamas a pris le contrôle de Gaza et ensuite, effectivement, a voulu... Moi, je me souviens de mon temps, on allait à Gaza, il n'y avait aucun problème. Après, le Hamas a fait un petit peu ce que tous les pays arabes, y compris l'Iran, font. Ils vous mettent un stringer, etc., un type qui va un peu rapporter ce que qui vous allez voir, etc. Donc, de part et d'autre, les conditions sont un petit peu détériorées pour les journalistes. Je pense aussi, moi, ce qui m'a beaucoup frappé durant mes années de correspondance là-bas, c'est qu'ils nous connaissent bien mieux qu'on ne les connaît, parce qu'on est quand même des clichés sur pattes. Et je me souviens toujours d'une interaction que j'avais eue avec une personne quand j'allais en tournage, c'est un Israélien. Et avant même que le tournage ne commence et que j'ouvre ma bouche pour dire ah non mais moi je veux tourner en séquence, il m'a dit oui je sais, il y a 4 grandes religions et la 4e c'est le tournage en séquence parce que vous êtes obsédé par ça. C'est une petite anecdote qui raconte quoi, que en réalité je crois que d'ailleurs Jérusalem peut-être derrière Washington c'est l'un des endroits au monde où il y a le plus d'envoyés spéciaux, enfin ça l'était à mon époque. Oui, il y en a moins maintenant, parce que beaucoup de bureaux ont fermé, ça aussi on peut en parler. Mais il y a quand même des différences. Les Israéliens baignent dans une culture très informelle. Moi, j'ai les téléphones portables de Tzipi Livni, des Ehud Barak, tout ça, et vous les obtenez franchement en un texto, 2 coups de fil. Côté palestinien, il y a plus un côté déférence, il faut appeler les gens docteurs, etc. Donc il y a des codes culturels qui sont un petit peu différents. Mais il y a beaucoup de pression de part et d'autre. Du genre. Parce que, par exemple. Alors, je peux donner différents exemples, mais je vais expliquer pourquoi. Et je vais revenir aux exemples. En fait, que vous le vouliez ou non, les journalistes, vous êtes acteurs du conflit, en fait. Vous dites non, je suis observateur, spectateur engagé à la limite. Non, vous êtes acteur du conflit. Parce que vos productions, elles vont avoir un impact sur l'opinion publique qui va faire pression sur le politique et qui va réorienter des décisions. Donc, si vous dites Cisjordanie ou Judée et Samarie, il y a un choix à faire. Et ça, clairement, je parlais des mots, de l'importance des mots. Il faut savoir pourquoi vous dites Cisjordanie. Pourquoi vous ne dites pas Judée et Samarie ? Pourquoi vous dites Hébron? Pourquoi vous dites Naplouse? Pourquoi vous dites pas Shrem? Il y a des choses comme ça qui sont très réelles. La bande de Gaza n'est plus sous occupation depuis 2005. Ah bon? Expliquez pourquoi est-ce que vous considérez que c'est un territoire occupé, comme vous dites. Donc non, il y a énormément de pression. Je vais venir à un exemple très précis. Oui, c'est important. Mais quand je suis parti, en fait, moi, je voulais rester. Mais la rédaction m'a demandé de partir. Ça faisait 5 ans que j'étais là parce que j'avais réussi à me mettre vraiment tout le monde à dos, au sens propre du terme. Ce qui est un bon signe. Oui, peut-être. Et donc, l'un des épisodes qui a précédé cela, c'est quand, durant la guerre de 2014, en fait, j'ai filmé une rampe de lancement, donc de roquettes, dans Gaza, qui par définition est l'un des endroits les plus densément peuplés au monde. Donc c'était forcément à proximité de civils, notamment des enfants qui jouaient autour. Et après avoir fait cela, il m'est arrivé 2 choses. D'abord, j'ai été assigné à résidence.
non, le Hamas, mais c'était les 3e, voire les 4e couteaux, ce qui est une situation très dangereuse parce que c'est pas les grands chefs qu'on pratique, qu'on connaît, qui nous connaissent. Qui peuvent opérer des excès de zèle. Voilà, c'est des gamins avec une connexion assez... Il y a un journaliste italien qui a été tué il y a quelques années. Ouais. Vittorio Arrigoni. Ouais. Alors c'était plus un militant qu'un journaliste, Vittorio, mais c'est passé quand j'étais là-bas. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais demandé à Ismail Haniyeh en arabe, est-ce que je suis en sécurité ici? Il m'a dit, Akid, bien sûr. Ça. Bref. Non, moi, ce qui m'est arrivé, si vous voulez, c'est que déjà le Hamas donc m'a tout pris. Ce que me rapportaient les 3e et 4e couteaux qui surveillaient donc mon assignation à leur résidence à hôtel en l'occurrence, c'est qu'ils étaient en train de discuter de ce qu'ils allaient faire de moi. Et il y avait une hésitation, et notamment l'un des scénarios qui m'était présenté, certainement pour m'inquiéter, c'était de me dire on va t'envoyer à pied jusqu'à Erez, tu te débrouilles. Sachant qu'au bout d'un moment, quand les drones ils vont te repérer, pas garantir la manière dont ils vont se comporter. Donc voilà. Et j'avais en même temps coup de fil du porte-parole du Premier ministre israélien, donc sur mon téléphone, que j'avais réussi à garder, qui me disait franchement félicitations pour ton travail. On va faire une conférence de presse dans 3 heures pour montrer ça au monde entier. Et je lui ai dit, vous faites ce que vous voulez, mais si vous faites ça, vous me condamnez à quelque chose. Donc il m'a dit, ok, on va se retenir un petit peu alors, Gallagher. Donc vous voyez, vous êtes tout de suite dans un rapport de force avec tout le monde sur place. Et ce qui s'est passé, j'en termine par là, c'est qu'au final, donc il a fait sa conférence de presse. Il n'a pas tout de suite utilisé cette image, il a attendu l'Assemblée Générale des Nations Unies, et là il a brandi une capture d'écran de mon reportage à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et à l'époque, j'étais à la frontière entre la Turquie et la Syrie en train de couvrir l'organisation État islamique, c'était à Kobané. Et là, on m'a dit, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, en fait, il faudrait que tu rentres à l'hôtel, qu'on essaye de voir l'impact que ça peut avoir éventuellement sur ta sécurité, dans une autre partie de cette région, pour le coup. Mais donc... Voilà des histoires, il y en a plein d'autres, j'ai passé 5 ans. Ouais. Juste pour rebondir à ce que disait Gallagher sur les termes, je disais histoire, géographie, mais il y a une 3e référence qui est indispensable, c'est le droit international. On n'est pas... moi aussi, il y avait un confrère qui disait de la télé, je me souviens, on se moquait un peu de lui parce qu'il parlait, parlait d'Hébron, il parlait de Révron. Je disais, mais Révron, c'est le terme biblique. Donc, il y a le droit international, il y a Israël, et puis il y a les territoires occupés, il y a des résolutions de l'ONU. Donc, Judée-Samarie, c'est un terme biblique, etc., qu'utilisent les Israéliens. Donc, on doit justement... pour essayer... D'ailleurs, les Israéliens, mais on doit sortir de ce combat de coq là entre Israéliens et Palestiniens et dire voilà, il y a le droit international. Et s'appuyer sur le droit international. S'appuyer sur le droit international, qui est une référence universelle. Oui, qui fait qu'on ne peut pas parler de génocide à Gaza. Oui. Antoine, parce que il y a une convention du 9 décembre 1948, notamment l'article 2, alinéa C. Qui parle de la soumission intentionnelle du groupe ethnique, national, religieux ou culturel à des conditions d'existence rendant la vie impossible. Maintenant, ce genre de remarques renvoie chacune à sa responsabilité individuelle face à sa lecture de ces articles, de ces lois et de ce droit. Parce que la beauté... C'est la volonté affirmée de vouloir faire disparaître un peuple. Alors, c'est un terme qui est inventé par un juriste polonais dans les années 40, quand il fuit son pays natal, il fuit le nazisme pour se réfugier aux États-Unis, il s'appelle Raphaël Lemkin. Et effectivement, dans ce qu'il définit, il parle plutôt d'un ethnocide, mais on va mettre ça de côté. Effectivement, c'est l'intention de mettre fin à tout ou partie d'un groupe ethnique, national, religieux ou culturel. La beauté du droit, c'est précisément... Contrairement à ce que veulent nous faire croire, par exemple, les fondamentalistes, la lecture qu'on en fait. Et toi, Bernard, tu ne fais peut-être pas la même lecture au regard de ce que tu vois, de ce que tu lis, de ce que tu entends, que ce que moi je fais. Mais brandir pareillement le droit international comme une baguette magique qui va mettre tout le monde d'accord, on voit bien, on est quand même bien placé en ce moment pour constater que ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner ou renoncer à ce cadre. Il faut bien se référer à quelque chose. Se référer à quelque chose quand même. Et puis c'est la référence justement qui doit nous permettre de s'empêcher les sensibilités, les interprétations. Oui. Là, on est dans la subjectivité. Mais maintenant, qu'est-ce qui te permet d'affirmer, parce que tu as parlé de volonté, mais Georges t'a corrigé, c'est effectivement non pas la volonté, mais l'intention, d'affirmer qu'il n'y a pas d'intention.
parce que je le sens comme ça. Alors tu es dans la croyance et non pas la connaissance. Oui, si tu veux, mais s'ils avaient voulu faire disparaître le peuple palestinien, je crois qu'ils s'y seraient pris autrement. Et alors, depuis beaucoup dans plus la longtemps. définition, le moyen n'est pas mentionné. La célérité, ils auraient pu aller plus vite. Dans la définition de Raphaël Lemkin et dans la convention que j'invite tout le monde à relire du 9 décembre 1948, il n'est pas question du moyen, il n'est pas question de la célérité. Ouais. Non, mais si on parle de génocide, enfin, ça peut nous emmener assez loin, mais souvent je rappelle à mes interlocuteurs quand on parle de ces sujets, ce qui s'est passé lors de la guerre de 90-91, quand les armées alliées, y compris d'ailleurs beaucoup d'armées arabes, ont participé à cette opération contre Saddam Hussein à l'époque pour libérer le Koweït. On a bombardé Mossoul, on a bombardé Bagdad, tout comme on a bombardé au moment de la lutte contre Daesh. Les armées alliées ont bombardé Mossoul, ont bombardé Raqqa, détruit Raqqa. Et il y a eu des milliers de victimes. Est-ce qu'on a voulu perpétrer un génocide ? Certains parlent plutôt de génocide, de sociocide. Je pense qu'à Gaza, on est peut-être plus proche de la réalité parce qu'on voit qu'il y a une vraie volonté israélienne de tout casser à Gaza. Et donc, plus qu'un génocide, le terme, encore une fois, l'intention me semble pas avérée, mais en tout cas, le sociocide, là, on en est peut-être moins loin. C'est très chic de parler de sociocide. Ouais. Mais il me semble, tu as pareillement dit il me semble, donc c'est de la croyance, non pas de la connaissance, et je le respecte totalement, mais c'est pas parce que nous trahissons nos valeurs, et on le fait tout le temps, on l'a sans doute fait à Raqqa, qu'au regard de cette trahison, on doit regarder différemment une situation ailleurs dont nous ne sommes pas directement responsables. C'est-à-dire que amener le précédent effectivement de Raqqa, de Mossoul, de Bagdad, non, ce qui me gêne, c'est la banalisation du mot génocide qu'on pourrait d'ailleurs employer alors finalement dans tous les conflits finalement. À partir du moment où il y a une guerre, il y a une volonté d'éliminer un adversaire, donc on peut appeler toute guerre une tentative de génocide. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, je pense. Bon, voilà. Non, mais bon, pardon. On va sortons de ça. Oui. Non, mais c'est important. Non, mais d'où l'objet de ce débat aujourd'hui, c'est que il faut en revenir. Voilà, l'usage des mots, la manière dont on utilise les mots, et puis effectivement être très très prudent dans sa manière de voir les choses. Je vais citer mon petit cas personnel. Après le 7 octobre, justement, un mois après, j'ai été en Israël. On a fait un doc il se trouve qu'on avait fait un sujet sur le Gaza et sur la manière dont on vivait à Gaza et la tyrannie exercée par le Hamas à Gaza quelques années avant. Donc on a réutilisé ces images et on a raconté un peu ce qui s'était passé le 7 octobre, avec tout ce qui avait été déversé sur les réseaux sociaux, notamment par ceux qui ont commis ces crimes. Et donc j'ai été en Israël. Et j'ai passé une journée à Be'eri, qui était ce kibbutz qui a été épouvantablement atteint, où il y a eu plus de 100 morts, enfin sur une population d'un millier de personnes. Et puis le lendemain, j'ai resté 2 ou 3 jours sur place, j'ai été en Cisjordanie et j'ai dénoncé les exactions commises par les colons israéliens après le 7 octobre, sous prétexte du 7 octobre, de ce que ça avait évidemment provoqué comme indignation, et qui, du coup, s'était vengé sur les agriculteurs palestiniens, confisquant des terres, empêchant la récolte des olives, etc. Et c'est pas pour autant, d'ailleurs, et donc j'ai traité les 2 sujets, mais c'est pas pour autant que je renvoyais dos à dos les deux choses, quoi. Voilà. Non, bien sûr. Je pense que moi, il y a 2 autres notions. Mais voilà, cette nécessité d'aller d'un côté et de l'autre, et qu'on connaît tous, encore une fois. C'est vrai que le conflit, moi je me souviens quand j'étais en 94 à Jérusalem, le conflit israélo-palestinien est quand même assez particulier dans ce sens aussi, où je me souviens à l'époque, la Foreign Press Association, l'association de la presse étrangère, avait environ 400 membres. Et parmi ces 400 membres, il y en avait les 2 tiers qui étaient des binationaux israélo-américains, israélo-français, etc. Et donc, c'est vrai que avant 94, comme il n'y avait pas d'autorité, d'entité palestinienne, etc., c'était facile de couvrir le conflit avec un correspondant binational, etc. Et là encore, c'était important à partir de cette date-là, à partir de la création d'une autre entité donc palestinienne, d'avoir une vision qui soit une vision double, quoi. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est dur, ça ne devrait pas être dur, mais de ne pas, et c'est l'écueil principal, c'est de ne pas épouser une thèse, quoi. Et ça peut être compliqué, et encore une fois,
Moi, je reviens à mon cas personnel, ça fait 35 ans que je le couvre, j'ai écrit des bouquins, je me souviens en 2002, mon premier bouquin, Des pierres au fusil, Les secrets de l'intifada. J'ai eu une chronique dans Tribune Juive, donc ça n'est pas un mensuel antisémite, et je pense que c'est le type Thierry Lévy, qui avait le mieux résumé mon bouquin. Il dit, il est dur contre Arafat et accablant contre Sharon. Donc il faut évidemment, quand on arrive là, on a des perceptions, il y a un peuple qui est occupé, il y a l'occupant, il y a des salopards d'Israéliens, les Palestiniens sont vertueux, etc. Puis on se rend compte finalement qu'après, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc ce qui est vrai que pour un journaliste, il faut absolument garder cette distance, mais cette distance, on la garde que si on creuse, que si on va voir effectivement que derrière, derrière il y a des salopards des deux côtés, il y a eu des Yigal Amir qui a tué Rabin. Donc voilà, il faut vraiment, c'est pour ça que c'est un conflit où il faut vraiment, encore une fois, connaître l'histoire et la géographie pour pas tomber dans le piège dans lequel nous sommes tombés, de considérer que c'est un combat qui est aussi un combat civilisationnel entre le bien et le mal. Et ça, c'est la plus grosse erreur qu'on puisse commettre, parce que là, on est très mal barré. Antoine. Le débat que vous pouvez avoir sur génocide, dans lequel je m'immisce pas trop, moi je l'utilise pas ce mot, mais je comprends qu'on l'utilise aussi. Il n'y a pas forcément une volonté de génocide sur chaque guerre, là-dessus je serais pas tout à fait d'accord, mais... C'était une démonstration oui, par non, la bien sûr. Mais on sait qu'il y a eu une volonté, par exemple, du gouvernement israélien et de tout l'apparatchik, les apparatchiks sécuritaires, de déplacer en revanche la population de Gaza vers l'Égypte, et ça a été clairement dit, notamment dans leurs échanges en coulisses avec l'administration américaine, avec Blinken, avec Biden, avec Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale. Donc il y a eu une réelle volonté de les pousser par la guerre, et ils ne sont pas allés complètement au bout. Il y a eu voilà, mais les Égyptiens n'en voulaient pas. Les Égyptiens n'en veulent absolument pas, parce que le Hamas, ça vient des frères musulmans, et que c'est l'ennemi. Ce serait facile de régler le problème palestinien comme ça aussi. Oui, exactement. Donc, non, mais ça les heureusement qu'ils ne veulent pas. Mais il y avait une vraie volonté qui était exprimée verbalement dans les communications avec les Américains, et ça montre l'une des difficultés de traiter ce conflit, ce mot génocide. C'est comme quand, c'est un détail, mais comme quand on dit Hamas dans une télévision française, Hamas, c'est une manière israélienne de le dire. C'est inconsciemment ou consciemment, selon les gens, une manière de prendre une sorte de position. C'est pas un mot. Parce qu'en arabe, on dit comment? On dit Hamas aussi, non? Hamas. Ah oui, il n'y a pas le R. Oui. Il n'y a pas le R. Vous le dites, Golan et pas Golan. Voilà. Est-ce qu'à un moment, on se dit pas, notamment quand on est à Jérusalem, voilà, on travaille avec les autorités israéliennes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit, bon, je suis en train de, voilà, je suis dans un camp plutôt qu'un autre, et il faut que je prenne un peu de champ et que je m'en aille, quoi. Le premier jour où je suis arrivé, justement ce que tu disais, Gallagher, c'est qu'à un moment, les rédactions vous disent, bon les gars, c'est bon, 2, 3 ans, 4 ans, là, on vous sort et vous allez ailleurs. Et alors c'est le cas quand on est à Jérusalem pour certains, pour ceux qui sont installés à Ramallah aussi, qui du coup passent leur temps à 100% du temps avec uniquement les Palestiniens, on voit que là il y a une difficulté. Pour l'anecdote, le jour où je suis arrivé à Jérusalem, il y a un journaliste français que je citerai pas, qui ont des jeunes, et il me dit, tu vas voir, la difficulté ici, c'est de pas devenir antisémite. Ça met une petite claque quand on arrive le premier jour. Je dis, enfin, il est complètement fou. Mais vous êtes tellement exposé à des abus contre les Palestiniens ou autres que on a fini par comprendre ce qu'il voulait dire, sans évidemment tomber là-dedans. Mais c'est pour montrer qu'il y a un risque, et que vous êtes sans cesse en train de jongler entre deux mondes compliqués, et sur lesquels il faut toujours essayer de garder on peut un être peu anti-israélien, ou on peut être contre la politique de Benjamin Netanyahu sans être antisémite. Tu vois l'idée. C'était anti-israélien. C'était une image, je pense. Exactement. Mais moi, j'ai réussi à rester 9 ans justement à Jérusalem, ce qui est beaucoup quand même. Hein. Mais alors, pour répondre à ta question, je pense que l'antidote à cette tentation de dériver, moi, c'était deux choses. Déjà, c'est qu'au bout d'un an ou deux, à l'époque, on travaillait d'ailleurs, tu étais sur Europe et moi aussi, donc le conflit israélo-palestinien est passionnant, etc. Mais il est quand même un petit peu, parfois, sclérosant. Et donc, j'avais besoin de m'aérer, et donc, tous les 2 mois, parce que j'adore les Israéliens et les Palestiniens, mais ils sont parfois très pesants, hein, pour pas dire autre chose. Et donc, tous les mois ou tous les 2 mois, je partais en Jordanie, en Irak, etc. Donc, je sortais de ce coin-là. Et puis, j'ai eu la chance aussi,
Parce que c'est vrai que où on a d'habiter, moi j'ai habité Sherjara, qui est un peu le quartier résidentiel arabe de Jérusalem-Est, où il y a peu d'Israéliens, pas d'Israéliens, mais beaucoup d'Israéliens qui passent par la Hebrew University, maintenant il y en a un peu, et assez peu de Palestiniens, parce que c'est le quartier résidentiel, il y avait beaucoup de diplomates étrangers. Donc j'étais un petit peu justement en lévitation au-dessus de ces deux peuples qui se font la guerre, sans être, parce que c'est vrai que si vous êtes à Jérusalem-Ouest, le Shabbat, vous pouvez avoir des voisins qui vous emmerdent parce que ils trouvent que vous faites du bruit, etc. Si vous êtes à l'Est, si vous faites une soirée, des Palestiniens un petit peu rigoristes disent il faut pas faire ci, etc. Donc, mais c'est très important pour sa santé mentale, effectivement, de savoir prendre de la hauteur et de la distance pour ne pas épouser, encore une fois, une thèse, parce que c'est un... Je veux dire, quand j'y étais, il y avait beaucoup d'attentats au lycée français. Un jour, il y a eu un attentat juste devant, dans la rue à Nevim, et il y a une tête de kamikaze qui a été projetée à l'intérieur de l'enceinte du lycée français. Donc c'est un conflit qui vous... Mais, encore une fois, il faut avoir de la distance, du recul, et ne pas vriller et épouser une thèse. Alors il y a une particularité aussi de ce conflit, c'est qu'il y a un côté, il y a une démocratie qui s'appelle Israël, qui est une société profondément divisée, où il y a des acteurs, il y a des gens qui militent pour la paix, il y a Break the Silence, il y a le mouvement pour la paix, enfin il y a la paix maintenant, même si aujourd'hui effectivement ils ont réduit à portions congrues. C'est-à-dire comme des traîtres par beaucoup de... Oui, absolument. Oui, mais c'est vrai que quand on est notamment un envoyé spécial, enfin moi il m'est arrivé effectivement, pour avoir le contrepoint, souvent c'était bien d'aller voir les gens de Break the Silence, etc., qui sont effectivement regardés par une partie de la société israélienne pas comme de dangereux gauchistes. Alors qu'en face on a une société palestinienne un peu plus monolithique malgré tout. Enfin il y a le Hamas, il y a le LP, etc. Mais il y a un discours qui est plus monolithique. Oui, mais il y a quand même, au contact de la société israélienne, les Palestiniens sont de loin, si on reprend l'histoire de l'OLP, etc., l'organisation où il y a eu le plus de démocratie. Arafat, au sein de l'OLP, évidemment, à la fin, il arrivait y compris à acheter des allégeances, mais on se chamaillait fortement. Donc chez les Palestiniens, et ça c'est, je dirais, entre guillemets, c'est les bienfaits, je dirais, presque de l'occupation, c'est que les Palestiniens ne veulent pas vivre, ne veulent pas un État, ne veulent pas être dans l'Irak de Saddam Hussein, quoi, parce qu'ils voient à 10 km de chez eux, et ils regardent la télévision. Donc il y a aussi côté palestinien quand même un débat, mais avec toujours effectivement, parce qu'on est dans un autre monde où, eh bien effectivement, il y a des contrôles, il y a des pressions, et la liberté, la démocratie est plus limitée effectivement qu'en Israël. Je voudrais qu'on prenne un peu de champ peut-être avec Philippe Rochaud qui est là, qui nous fait la gentillesse d'être là ce matin, et ce serait bien que tu viennes peut-être participer, mais viens t'asseoir là, comme ça tu seras à la caméra, ou alors tu t'exprimes de ton point de vue. Tu as été longtemps grand reporter à France 2, correspondant sur place dans les années 80, okay, oui. Sans vouloir trop te vieillir. Je ne suis pas retourné à Gaza, donc oui, non, bien sûr, mais ce que tu as vécu toi et la manière, ce que tu entends là ce matin par rapport à ce que tu as vécu toi, oui. Et la manière dont tu vois ce conflit tel qu'il est couvert par les correspondants et notamment par la presse française, quelles sont tes réflexions et comment tu vois les choses? Moi d'abord, j'avais une question sur... Je voudrais savoir si dans vos rédactions, il y a un débat sur la façon de s'habiller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit les journalistes avec gilet pare-balles où il y a marqué presse, un casque où il y a marqué presse. Et on dit que les journalistes sont devenus des cibles, ce qui est faux. Les journalistes ont toujours été des cibles. Et donc là, ils sont complètement vulnérables. Et quand je vois les communiqués de Reporters sans frontières quand un journaliste a été tué, ils disent il était pourtant clairement identifié. Ben justement, il était clairement identifié, c'est peut-être pour ça qu'il est mort. Donc je voudrais savoir si dans vos rédactions, on parle de ça et on cherche à changer les choses. Moi, je suis à France 24. Avant, c'était un petit peu à la carte, si vous voulez. Vous partiez, vous faisiez un peu comme vous voulez. Il y a aujourd'hui un référent sécuritaire depuis quelques années qui nous impose un peu de suite déjà de mettre le gilet ou autre. Donc, le gilet vous identifie si vous êtes à proximité de quelqu'un qui va tirer, pas un bombardement aérien. Donc ce qui est un peu moins le cas là en ce moment sur la bande de Gaza. En revanche, sur le côté presse, moi je suis d'accord que c'est loin d'être nouveau. Et ça a été le cas aussi en Cisjordanie. Shirin Abu Akleh, qui était la journaliste d'Al Jazeera, pour ne citer qu'elle. On parle quand même de 130 journalistes tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, 180 sur l'ensemble de la région, avec la Cisjordanie, avec le Liban. Il
il y en a jamais eu autant en aussi peu de temps. Et sur le logo presse, moi on m'a jamais dit tu le mets ou tu le mets pas. J'ai toujours fait un peu comme je le sentais. J'ai pas eu de consigne qui était extrêmement claire pour répondre directement à cette question. Mais il y a des fois où je trouve qu'il vaut mieux ne pas mettre un gilet, être discret et avancer. Je trouve qu'on est plus en sécurité qu'en le mettant. Mais c'est toujours pareil, c'est une question de contexte, c'est une question de feeling sur le terrain. Ça dépend de pas mal d'éléments que vous connaissez aussi bien que moi. Moi, ça me gêne de le mettre quand on interviewe des gens qui l'ont pas, eux. Donc, oui, en fait, c'est une excellente question et je pense qu'il faut se la poser à chaque fois qu'on arrive sur le terrain. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une vraie intelligence de situation, adapter sa posture par rapport à la menace, en identifiant ses acteurs, les différents camps, et en essayant de comprendre la perception qu'ils peuvent avoir de nous, journalistes. Par exemple, il y a des moments quand le fait de ne pas avoir d'identification, ce qui brouille la lecture qu'on peut faire de la fonction que vous occupez sur le terrain peut vous rendre plus vulnérable. C'est-à-dire que vous vous faites tirer dessus, vous ne portiez pas de logo presse, on va dire, vous ne portez pas de logo presse. Comment on pouvait savoir que c'était un journaliste ? C'est pas écrit sur votre front. Si vous travaillez pour la presse écrite, vous avez juste ça, à la limite, dans votre poche ou dans la main. Bon, qu'est-ce qui nous permet de vous différencier d'un ou des belligérants autour desquels vous êtes ? En revanche, il y a effectivement des situations où il convient de ne pas porter ce genre d'éléments qui vont vous différencier, sachant que cette différenciation peut être préjudiciable à votre sécurité. Donc je pense qu'il n'y a pas une règle qui fonctionne. En revanche, et c'est celle que j'ai énoncée précédemment, je pense qu'il faut avoir à l'esprit que le journaliste, et vous l'avez très bien dit, est une cible. Et il faut réfléchir aux raisons pour lesquelles les journalistes sont devenus une cible. Et moi, je pense, c'est uniquement mon point de vue, il n'engage que moi, que les journalistes sont des acteurs de la crise. Ce n'est pas des espèces de petites exoplanètes qui flottent au-dessus et qui regardent soit de près, soit avec des télescopes pour rapporter objectivement ce qui se passe. C'est-à-dire que, et c'est particulièrement le cas, c'est ce que j'ai essayé de dire en Israël-Palestine, ils vous connaissent bien mieux que vous ne les connaissez. Vous débarquez, vous êtes juste des clichés. Vous racontez tous la même chose. Vous venez tous en disant « Non, mais moi, attendez, je ne suis pas pro-palestinien, je ne suis pas pro-israélien, je suis objectif, je suis pas là. » Oui, c'est ça. Ça s'appelle quoi, ça ? Ah, c'est genre, tu as choisi ton camp. Donc, il faut être conscient de ça, adapter sa posture et comprendre que vos productions, que ça vous plaise ou non, même avec la meilleure des volontés, de leur point de vue, elle va être orientée. Je résume la chose de la manière suivante. Le conflit israélo-palestinien, et tu as raison Georges, n'est pas du tout un conflit civilisationnel. En revanche, et on le voit aujourd'hui, c'est un conflit existentiel pour ces deux peuples. Si vous êtes en train de vous faire bastonner dans la rue, vous, et que je me présente, et que vous me tendez la main, et je vous dis « Non, je ne suis pas ici pour tendre la main, je vais regarder ce qui se passe. » J'ai choisi mon camp. Je suis du côté de celui qui est en train de vous bastonner dans la rue. Donc c'est pour ça que les gens cherchent toujours, et vous avez raison de renvoyer à la tenue vestimentaire, une des premières choses, les Israéliens comme les Palestiniens qui font, et vous demandent votre prénom. Antoine. Ah, il doit être chrétien. Ok. Il n'est pas dans notre camp, si je suis israélien. Moi j'ai un prénom bizarre. Les gens ne savaient pas trop sur quel pied danser. Vous regardez une deuxième chose. Vous regardez vos bijoux. Est-ce qu'il a de l'or ? Vous regardez s'il y a un tatouage. Donc il y a tout un tas de codes qui leur permettent de vous lire, la croix, des choses comme ça, et d'essayer de savoir où vous vous situez. Si vous n'êtes pas clair par rapport à vous-même, vous êtes l'ennemi. Que ça vous plaise ou non, c'est une réalité aussi sur place. Gallagher, si tu me permets, je crois qu'on ne doit pas se poser toutes ces questions. On n'est pas là pour faire plaisir à un camp ou à un autre. On est là pour représenter la réalité, restituer la réalité. Et donc, effectivement, on n'est pas israélien, on n'est pas palestinien, mais justement, ça doit nous donner une. On ne doit pas tomber. Pendant longtemps, effectivement, dans le traitement médiatique, il faut absolument que ce soit 50-50. Hein. Il faut que ce soit un équilibre parfait entre la couverture. Bien sûr qu'il faut un équilibre, mais certaines situations sont déséquilibrées. Le 7 octobre, elle était complètement déséquilibrée. Ce qui se passe depuis à Gaza est déséquilibré. C'est pas parce que justement on le trouve qu'on met un focus sur le 7 octobre, je te dis, qu'on devient anti-palestinien, etc. Donc, mais il faut je
pense qu'il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui, parce qu'il y a des pressions, c'est pour ça qu'il faut accepter les critiques côté israélien et côté palestinien. Et qui vont là-bas tétaniser. Notamment les jeunes qui n'ont pas ce référent historique, qui ont une vision un peu anhistorique du conflit. Il faut arrêter de taper sur les jeunes. Non, mais les jeunes... Je connais des gens qui ne sont pas jeunes, qui apparemment sont bien sûr, bien sûr. Connaissances. Mais ce que je veux dire, y compris même chez nos politiques, voilà, il faut avoir des références historiques pour justement affronter ces critiques des uns et des autres, et qui doivent nous donner une certaine liberté, et non pas d'être mis dans un camp comme dans un autre. Gallagher. Non, je ne parlais pas du tout d'essayer de faire plaisir. Je parlais d'essayer d'avoir des définitions claires, y compris celle de soi-même. Et tu as raison de renvoyer par rapport à la fonction, celle de journaliste. Moi, il y a deux notions qui m'intéressent beaucoup, parce que tu as parlé de géographie, d'histoire, de droit international. C'est la différence qu'il y a entre la neutralité et l'objectivité. Et pour moi, l'objectif, c'est-à-dire c'est un idéal vers lequel on doit tendre sans jamais y parvenir, c'est l'objectivité. Au contraire de la neutralité, quand tu parlais du 50-50, l'immense erreur, c'est justement d'essayer de faire du 50-50, c'est-à-dire un partout balle au centre. Ça, c'est un rapport comptable à une réalité qui voudrait qu'on se présente à ce champ de bataille comme des laborantins qui observeraient de manière scientifique et qui compteraient les perles. Moi, j'aime bien. Il y a une. Non, mais c'est un peu c'est aussi un peu l'objet de notre métier. C'est ce qui fait le charme de notre métier. C'est donner plusieurs éclairages sur un conflit. Non. Et en donnant, en acceptant ou en donnant réverbération à la sensibilité d'un camp ou d'un autre, quand même, malgré tout. Alors, et après, aux téléspectateurs de juger, aux spectateurs de juger. Moi, je me souviens d'un cours de journalisme aux États-Unis. Le prof m'avait dit, j'avais adoré cette formule, elle est très cliché. Il m'a dit, je vais vous expliquer votre métier avec une métaphore ou une image. Vous avez deux personnes en face de vous. Il y en a une qui vous dit qu'il pleut et l'autre qui vous dit qu'il fait beau. Votre job, c'est pas de rapporter qu'il y en a une qui dit qu'il pleut et l'autre qui dit qu'il fait beau. C'est de regarder par la fenêtre. Et ensuite, de commenter sur ce que les deux disent. On ne l'a pas toujours fait. Hein. Oui, exactement. Donc, il n'y a pas qu'en Israël-Palestine. Antoine. Non, je suis d'accord. Là où j'ai une nuance, c'est que je ferai attention sur le fait qu'on soit des acteurs, nous ou pas. On a évidemment un rôle, clairement. La manière dont l'actualité on va la traiter, dont les faits on va les traiter, peut avoir une influence si c'est biaisé ou autre. En revanche, je pense qu'il faut faire attention à rester aussi à notre place, qui est d'observateur, de rapporteur de faits, en effet, je te rejoins complètement, de donner d'abord des faits et ensuite de dire, mais c'est comme sur Trump finalement. Il est important de dire à un moment donné, les faits c'est ça. Lui, il affirme que il dit n'importe quoi. Ça, je donne une version un peu caricaturale, mais je pense que le principe est le même. Et on peut pas être d'une totale neutralité. Je suis d'accord qu'il faut être sur de l'objectivité et tendre vers ça. Et on est des humains, donc c'est jamais possible à 100%, évidemment, et on n'est pas insensible ou imparfait. Quand vous êtes en Cisjordanie, que vous allez voir un fermier palestinien qui fait sa cueillette de livres, bon, il y a quand même un oppresseur et un oppressé. Donc on n'est pas dans une neutralité à dire en effet, lui... il dit ça, lui il dit ça. On doit être dans une objectivité. Je pense qu'en rapportant les faits, on est dans cette objectivité. Pardon, je vais revenir. Pardon, parce que j'ai un peu l'esprit d'escalier, Gallagher, sur ta métaphore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi, alors qu'il pleut, il y a un gars qui m'assure qu'il fait beau. Donc, c'est d'essayer de me mettre à sa place pour comprendre pourquoi il interprète la réalité de cette manière. Tu vois, parce que il y a malheureusement, enfin, il y a des vérités, mais il y a essentiellement des vérités subjectives. Bien. Je pensais faire partie d'une génération qui allait, grâce à Internet, grâce effectivement à la rationalité, que la rationalité allait gagner le monde. Et en fait, on se rend compte qu'on est gouverné par l'irrationalité. Et ce qui vient de se passer aux États-Unis, d'ailleurs, le démontre vraiment. Et c'est là où, pour revenir à la situation aux États-Unis, c'est où les médias américains, au lieu de s'intéresser pourquoi des gens votaient Trump, non. Ils ont cancellé Trump, ou ils l'ont mis en accusation sans arrêt, ce qui en a fait évidemment une victime, et ce qui a fait aussi peut-être son succès électoral, hélas. Pour rebondir sur il fait beau, il fait pas beau, il pleut pas. Mais non, mais c'est... Moi, c'est ce qui me frappe, ça fait quand même 30 ans, donc, avec
en Syrie, par exemple, en Iran, en Israël-Palestine, il y a un phénomène qui nous relie au sujet d'aujourd'hui, c'est les relais d'opinion, notamment les diasporas, qui ont tendance justement, les diasporas qui ont tendance à survendre des phénomènes. 2011-2012, en Syrie, la diaspora syrienne, en particulier en France, nous vendait qu'effectivement le régime allait tomber, qu'il allait tomber. Moi, j'étais un des rares à dire attention, ce sont des bon, voilà, mais ils ont des appuis, il ne tombera pas. Et donc, il y avait, moi je disais, s'il pleut à Damas, je suis obligé de dire qu'il pleut à Damas, qu'il ne fait pas beau. Sur l'Iran, c'est la même chose. La diaspora, très importante, etc., nous disait 2011 avec les révoltes, 2022 avec les Marsa Amini, le régime tremble, etc. Et dans le conflit israélo-palestinien encore plus, parce que là il y a une diaspora, des communautés juives, etc., qui représentent effectivement souvent les intérêts d'Israël et qui ont qui jouent un rôle important dans le, comment dirais-je, pas dans la fabrication de l'opinion, mais dans la représentation de ce conflit. Et donc c'est aussi nous, et ça nous ramène à le terrain d'abord, et non pas la représentation que certains représentants de ces communautés veulent bien nous en donner, quoi. Est-ce que vous avez des questions, peut-être, Philippe? Oui, et Philippe, ce serait bien aussi que tu parles un peu de toi, de ce que tu as, et la manière dont ça a évolué depuis les années 80-90. Oui, j'ai apprécié ce que racontait Gallagher sur le lance-roquette qu'on ne peut pas filmer parce que le Hamas ne veut pas qu'on montre ses forces. Et d'un autre côté, quand on est en Israël, on a la possibilité de filmer les forces israéliennes sans trop de problèmes. Je ne sais pas si ça a changé depuis le 7 octobre. Donc il y a un déséquilibre qui se crée au niveau de l'image, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on voit Gaza, c'est que des ruines, des civils, etc. On ne voit pas de militaires. Puis d'un autre côté, sur Israël, on voit une armée, on voit des blindés, etc. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il y a maintenant une censure militaire qui s'est accentuée en Israël ou pas? Je te laisse répondre, mais une parenthèse. On peut filmer en Israël et c'est en effet facile de travailler. Après, c'est très encadré sur l'armée. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup à vous faire des petits voyages de presse. Je dis voyage, ça dure 2 heures, que ce soit dans la bande de Gaza, que ce soit pour aller dans un tunnel, que ce soit pour aller voir une unité. Donc si vous voyez des tanks passer, moi j'ai pu m'arrêter devant, faire un duplex devant sans que ce soit un problème. Cela dit, pour aller vraiment voir quelque chose d'autre, c'est très très encadré quand même. Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Antoine. C'est-à-dire que les Israéliens te permettent de filmer ce qu'ils veulent que tu filmes. Et il y a des raisons tout à fait légitimes à cela, notamment de sécurité opérationnelle, qui font qu'ils vont pas t'expliquer comment ils ont géolocalisé et éliminé Hassan Nasrallah. Je pense que c'est l'objet du documentaire sur lequel travaille Bernard. Il a dû faire des demandes au Mossad, à l'armée et à toutes ces organisations. Vous avez des numéros, ils ont des services de presse qui vous répondent dans l'heure. Et il y a ce qu'ils veulent bien vous dire, ce qu'ils veulent bien vous montrer, et tout ce qu'ils ne veulent pas vous dire, et tout ce qu'ils ne veulent pas vous montrer. Et on retrouve effectivement pardon, mais je fais un plan de coupe. Voilà. C'est un peu l'image de métier, ouais. Des funambules. Ouais. Voilà, ce sont des personnes qui nettoient les vitres à l'extérieur. Ouais. Non, donc oui, on retrouve, et vous avez raison de le mentionner, ce déséquilibre dans ce que nous pouvons faire, mais aussi, et j'en parlais tout à l'heure, dans le modus operandi entre les belligérants, une armée régulière d'un côté et une organisation de l'autre. Donc dans cette configuration, évidemment que vous ne travaillez pas de la même manière et que eux n'opèrent pas du tout de la même manière, même si le Hamas a un service de presse et qu'il y a des choses, j'ai filmé des entraînements, du déminage, des choses comme ça, mais oui, ça fonctionne différemment. Une question peut-être ? Si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour, Bernard Cohen-Haddad, j'ai un think tank qui s'appelle Étienne Marcel, ça représente des entreprises dans la RSE. Vous avez évoqué tout à l'heure, Bernard, le complexe médiatico-politique. Oui, le contexte, oui. Il y a quelque chose quand même qui ressort du débat, c'est que, ça a été dit par M. Malbruno, c'est de représenter la réalité. Mais ce que vous faites les uns et les autres, pour nous, citoyens, on essaie de comprendre ce qui se passe et c'est difficile parce que quand on est acteur ou militant, forcément, on perçoit les choses différemment.
Mais ce que vous faites, ça a une résonance sur la vie politique française qui est aujourd'hui, j'emploie le terme entre guillemets, hystérisée sur ce conflit-là. On voit beaucoup de violence, on voit beaucoup d'une difficulté de présenter les choses telles qu'elles sont, et puis on a aussi une façon un peu que nous percevons d'un État qui veut montrer qu'il est influent dans une zone où il n'a plus d'influence. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns. Est-ce que finalement, le fait de prendre un peu de réserve pour prendre de hauteur, dans le cadre de vos interventions, ne nous permet pas à nous, citoyens, de se faire une vraie information sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est dans l'utilisation de vos, comment dirais-je, reportages ou tout simplement de la communication ou de l'information des deux belligérants. On a une vraie difficulté, nous, sur le contexte politique économique, à se faire un vrai jugement. C'est ça aujourd'hui, en tous les cas, la difficulté pour nous de séparer le bon grain de l'ivraie, parce que la multiplication des informations, la volonté d'un certain nombre de politiques de nous emmener dans une lutte pour ou contre l'Occident, etc., c'est un vrai enjeu de société. Et ce qu'on attend de vous-même, c'est de nous envoyer sur une voie qui nous permet de se poser, de se reposer, de se faire un vrai avis. Oui, mais là, oui, vous avez tout à fait raison. C'est mon avis, mais je crois que là, pour le coup, depuis le 7 octobre, on s'est planté. Parce que comment dirais-je, en particulier, quand même, les médias audiovisuels télévisuels ont rapporté une réalité qui au cours des premiers mois, a montré effectivement ce qui était vrai. Mais et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, aujourd'hui, il y a une dichotomie entre effectivement ce que des chaînes de télévision montrent, qui est regardé par un certain nombre de Français, et puis ce que d'autres considèrent qui n'est pas montré et qui vont sur les réseaux sociaux. Vous avez aujourd'hui deux réalités qui sont confrontées. C'est celle, effectivement, d'un certain nombre de chaînes de télévision qui montrent, mais pas assez aux yeux d'autres qui vont se réfugier sur les réseaux sociaux, ou sur les chaînes de télévision Al Jazeera, effectivement, qui montrent beaucoup plus la réalité. Et c'est dans ce sens-là où, effectivement, ça a biaisé... Qui montre beaucoup plus la réalité, c'est-à-dire Al Jazeera. Ah oui, d'accord. Non, parce qu'Al Jazeera, c'est quand même très idéologisé, très... Oui, mais les images ne sont pas idéologisées. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Si tu vas sur la chaîne, elles peuvent être utilisées, les images. Après, voilà. Mais je suis pas sûr que ce soit non plus seulement l'apanage de l'audiovisuel. Je pense que que soit l'écrit, que soit la radio, c'est toujours pareil. La force de la télé, il y a une force évidemment, est beaucoup plus. Mais pour répondre à votre question, je pense que la réponse, elle est à ce que moi je dis toujours à un jeune quand il me parle de l'information autre, c'est d'une part de ne pas regarder ou lire un seul média ou écouter, c'est d'en avoir plusieurs, parce que oui, certains peuvent avoir parfois un petit biais ou autre, et je pense que c'est important de toute façon de multiplier les sources et de lire plusieurs choses, de regarder. Et je pense, alors c'est peut-être prétentieux de ma part, notre part, mais que c'est quand même ce qu'on essaye de faire systématiquement, et on l'a fait beaucoup quand même depuis un an, justement contre les hystérisations des deux camps, et notamment des politiques, mais pas que, de redonner du contexte, d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Je trouve qu'il n'y a aucun contexte qui n'excuse le 7 octobre, mais pour autant, le 7 octobre n'est pas tombé du chapeau. Nous, on était plusieurs à connaître bien ce terrain et à discuter les mois précédents. On se disait, il y a un truc, ça va péter. Ça a pété d'une manière concrètement inattendue, où moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Mais il y a des journalistes sur place qui ont prolongé leur mandat en correspondant parce que ça se tendait, qu'on sentait que quelque chose allait exploser. Mais de dire ça à un moment donné, on se prenait la foudre et comme tu le disais, de suite, on est antisémite, parce que si on ne dit pas quelque chose qui est complètement pro-israélien, on devient antisémite aujourd'hui. Il y a aussi ça peut être l'inverse aussi. Il y a aussi la difficulté de l'angle du reportage, le parti pris du documentaire. Moi, il m'est arrivé avec Enquête exclusive avec M6, Vincent Régnier, Jean-Marie Tricot, etc. Enfin, c'est vrai que c'est un conflit qu'on a suivi. Récemment, on a pu faire entrer des caméras et travailler avec des journalistes, et notamment une journaliste palestinienne qui nous a raconté la vie quotidienne à Gaza. On a consacré un documentaire entier à cela. Mais en lançant ce documentaire, j'ai annoncé qu'on allait faire quelques semaines plus tard, un reportage sur la situation en Israël et revenir sur la situation de ces kibboutz qui ont été martyrisés le 7 octobre. Donc, mais ce soir-là, quand on a diffusé un sujet sur les conditions de vie à Gaza, je ne vous dis pas ce qu'on a reçu sur les réseaux sociaux. Enfin, j'étais un affreux pro-palestinien, voire plus. Mais je pense que, et Georges l'a dit tout à l'heure,
l'un des écueils, c'est d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Et on n'est pas là pour ça. Donc, vous n'avez pas du tout l'obligation d'annoncer que derrière, vous allez faire un reportage sur je ne sais pas quoi pour essayer de retrouver une forme Si, parce que je prends en compte la sensibilité des gens qui sont dans leur télévision. C'est pas ça. Oui, ouais, pour moi, je pense que ça fait partie de mon métier, justement. Ouais, vraiment. Contrairement à toi. Non, puis surtout, enfin, c'est 1 heure, c'était 1 heure à Gaza, quoi. D'ailleurs, ce soir-là, j'étais côté israélien, j'ai pas pu rentrer à Gaza, bien évidemment, et j'étais avec des familles d'otages. Alors, je te garantis que tu feras 3 heures sur Israël dans la foulée, ils seront toujours aussi mécontents des 1 heure que tu as fait sur Gaza. Mais c'est une autre histoire. Votre remarque, elle est très intéressante, monsieur. Parce que vous n'êtes pas satisfait par les productions journalistiques, parce que vous estimez qu'elles sont biaisées, qu'elles hystérisent, pour reprendre votre terme, contribuent à l'hystérisation du débat. En fait, donc, moi je disais que l'objectivité, c'est un idéal vers lequel on doit tendre. Si quelqu'un ici me demandait de décrire cette salle, qui est quand même une production relativement inintéressante et plutôt, j'allais dire, indolore ou quoi, et qu'on vous posait la même question, nous donnerions 2 descriptions totalement différentes. La personne qui a commandé ce travail va devoir juger de l'honnêteté dans la démarche des personnes qui ont justement commis ces travaux. Et c'est dans cela, en fait, que réside, je pense, ce qui vous frustre, c'est que vous estimez qu'il y a une malhonnêteté dans la démarche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se présentent avec une étiquette de journaliste et qui font du militantisme ou autre. Et vous en avez parfaitement le droit, et je ressens aussi parfois votre frustration. Maintenant, je crois que, et je dis quelque chose de très naïf, en fait, ce qui compte, c'est notre capacité à pouvoir continuer à en débattre de manière urbaine et cordiale. Et c'est là qu'il y a un des grands dangers. C'est qu'on voit que ça, c'est ce qui est en train de se perdre. C'est que ces conversations deviennent de plus en plus tendues, pour ne pas dire difficiles, voire impossibles. Parce moi, c'est ce qui m'a frappé à partir du 7 octobre, quand j'étais invité, j'essayais de recontextualiser. On disait non, on veut de l'émotion, et j'en viens, en particulier sur certaines chaînes de télévision françaises. Oui, on veut de l'émotion. Quand vous parliez de l'occupation, ah non, on veut pas avoir ça. Donc on a contribué à cette hystérisation parce qu'on avait en face des militants, etc. Et donc ça est aggravé par le sentiment qui est réel, c'est effectivement que on avait beaucoup plus d'images d'un côté que de l'autre, d'où la désaffection d'un certain nombre de Français qui vont sur les réseaux sociaux. Une question à la salle, je te laisse te présenter. Oui, Farah Benouis, France 24. En complément de ce que vous disiez justement sur l'importance du terrain, de la production et tout, est-ce que l'un des enjeux, c'est pas justement les bureaux des médias? Je crois, Gallagher, tu l'as évoqué très vite, mais comment les uns et les autres vous avez travaillé? Il me semble que les bureaux, il y a très peu de moyens en réalité. Et que, Antoine, je crois que, je sais pas, vous étiez que 2 peut-être pour la chaîne francophone de France 24. Voilà. Est-ce que l'un des enjeux, c'est pas le renforcement des bureaux sur place? Déjà par rapport à la période de la seconde intifada où le monde entier était à Jérusalem et il y avait un nombre de journalistes, il y a presque plus de journalistes que d'habitants, je caricature évidemment. Moi quand j'y étais, donc de 2017 à 2020, TF1 a fermé son bureau par exemple, définitivement. Et en même temps, il faisait plus que des reportages sur la croisière sur le Nil ou dans le Wadi Rum parce que c'était sympa de faire un beau camping au clair de lune. Le bureau de France 2 fait pas loin, fait ça aussi aujourd'hui. Il est resté. Alors maintenant, depuis le 7 octobre, ils ont fait d'autres choses et des choses très bien d'ailleurs aussi, mais beaucoup moins sur le conflit. Il est intéressant de voir d'ailleurs qu'il y avait des rédacteurs en chef ou rédactrices en chef du 20h qui, Charles Darlin sur place, l'ancien correspondant historique, de France 2, qui lui disait mais on s'en fout du conflit, propose-nous autre chose. Et il voulait pas en parler jusqu'au jour où ça pète, et là on ne parle plus que de ça. Ce qui veut dire que, et ça c'est une de nos responsabilités à nous médias, je trouve, c'est qu'on a tendance à parler énormément, voire que d'une actualité, et puis on oublie après. Et le conflit israélo-palestinien, on l'a oublié, mais parce que aussi les gens ne voulaient plus en entendre parler, soyons clairs, et les politiques ne s'y intéressaient plus. Pardonnez-moi. Ça a été un peu le cas avec la Syrie à un moment donné aussi. Et c'est pour ça que je parlais de cette vision anhistorique. Moi aussi, j'avais au sein de la rédaction du Figaro, en 2020, etc., 21, tout ça, on me disait, mais le conflit israélo-palestinien, c'est fini. Khalas, c'est fini, on n'en parle plus. Israël a gagné la guerre. Israël a gagné la guerre. Les Arabes vont aller signer les accords d'Abraham, etc.
Je disais, il me semble que c'est pas fini parce que quand on nourrit à juste titre ou de manière exagérée les Palestiniens depuis 50 ans, quand même, ils sont biberonnés à ce conflit, etc. Et donc, c'est là où encore une fois, on sait un petit peu, et en particulier, effectivement, ce qui est normal, je vous disais les jeunes journalistes tout à l'heure, quand vous n'avez pas la référence historique, bah, vous n'avez pas justement cette profondeur d'analyse, et le conflit, on l'a bien vu, n'a pas été oublié, justement. Hein. Les accords d'Abraham, c'était pas aussi sympathique qu'on nous l'a présenté en 2020, quoi. En tout cas, aussi prometteur. Mais juste sur les bureaux, du coup, il y en a peu, il y en a qui, avant le 7 octobre, travaillaient pas tous sur les sujets un peu compliqués qui ont pu mener au 7 octobre. Encore une fois, ça n'excuse rien, mais il y en a qui le faisaient quand même. Alors après, il y a des bureaux comme France 2 ou comme CNN qui ont des vrais bureaux avec des salariés, etc. Moi, j'ai pris la suite d'écart de Gallagher à Jérusalem. Concrètement, moi, j'étais en CDI à France 24, fallait prendre un congé sabbatique, créer sa boîte, passer la moitié de son temps à faire de la compta. Pas la moitié, mais enfin, ça prend quand même un temps fou. Et faire ce genre de choses. Donc c'est différent, on n'a pas des moyens aussi développés que nos confrères de CNN par exemple. Ce qui n'empêche pas de faire son boulot quand même, et pour le coup, je sais pas toi, moi j'ai pas eu de pression pour parler plus d'un côté que de l'autre à ce moment-là en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Merci, je crois, à tous, à moins que vous vouliez conclure ou ajouter quelque chose, mais il est 10h10 bientôt. Non, si, juste une parenthèse pour l'anecdote, la personne dont je parlais qui voulait pas justement parler du conflit israélo-palestinien, aujourd'hui on la voit sur les plateaux télé parler du conflit israélo-palestinien. Donc il y a parfois des trucs qui sont assez amusants, donc il faut faire attention aux invités parfois. Ça c'est un autre débat, mais c'est quelque chose qui moi m'horripile parfois. Merci beaucoup Gallagher Fenwick, Antoine Mariotti et Georges Malbruno d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, c'était un rendez-vous du Presse Club, il y en aura d'autres. Merci à Isabelle Bourdet et à vous tous d'avoir été là. Merci encore.